Aujourd'hui dans l'aventure Starter, un clash familial, une confrontation entre on a toujours fait comme ça marche bien pour qu'on changerait, et la conviction que dans l'avenir ça va changer. On va parler du début de la marque Peugeot en automobile. Alors, Peugeot qui est un nom connu du côté de Sochaux, à l'est, depuis le 15e siècle, hein, ça remonte, c'est... 15e Ouais. 15e c'est 1600 et des bananes. C'est ça. Ouais, Ah c'est vieux, hein. Ouais. Famille bourgeoise, hein, là-bas, parce qu'ils étaient meuniers à l'époque, Teddy. Ouais. Ça te parle, hein. Ils étaient pas. Pas qui boulanger. Ouais, non, ouais. À l'époque, ça rapporte le pain, hein, contrairement à maintenant. Effectivement, oui. Avec cet argent, ils vont investir dans différents secteurs au 18e, comme par exemple les moulins à poivre et les outils. Ils vont prendre leur ancien le moulin, Oui. ils vont le transformer déjà, juste ça. Hein. Ouais. Ils changent de métier, ils veulent plus être meuniers, ils changent leur moulin en fonderie d'acier pour faire des trucs style Banksy, enfin des disques de Banksy. Ouais. Alors attends, des jupes à crinoline. C'est quoi ça? Tu sais, c'est les grandes robes avec des armatures en ferraille en dessous, enfin en fer. Juste après ça en fait, parce que c'est par ça qu'ils ont commencé, ils ont décidé de faire des machines à coudre. Très célèbre la machine à coudre Peugeot, j'en ai même déjà vu. Bien sûr, ils ont fait d'autres choses. Le célèbre moulin à café. Ils ont fait le moins célèbre moulin à noix de muscade. Les outils et puis les moulins à poivre, hein, qui étaient assez connus au 18e siècle, avec je disais en logo le lion. Oui, déjà. Ça ils avaient déjà le lion. Ouais, parce que en fait un lion c'est puissant, c'est souple et c'est rapide comme leur lame de scie, tu vois. Et à la fin du 18e, alors je vais piocher dans la famille Peugeot. Je vais prendre Armand, ou plutôt Pierre Godefroy Armand Peugeot. On dirait le comte de Montmirail, tu sais, dans Les Visiteurs. Alors de Sochaux, il va aller étudier à Paris, notre Armand. De Paris, il va aller en Angleterre, qui est le berceau de la métallurgie, pour valider sa formation d'ingénieur. Je rappelle qu'on est dans les années de deuxième partie du 18e siècle, hein, 1877 d'ailleurs où il revient. Donc c'est la période où il y a le début du chemin de fer, et notamment en Angleterre où ils sont un petit peu en avance là-dessus. Le chemin de fer est déjà bien développé, donc on est en plein dans la métallurgie, transformation des métaux, tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils veulent faire de l'acier de toute façon. Exactement. Il revient en 1877 et il accède à la direction de Peugeot Frères en tant que responsable de la partie technique. Et son frère, donc Eugène, lui va s'occuper des finances. Voilà, ils ont chacun leur rôle. Donc notre Armand, il va regarder s'il n'y a pas des nouveaux marchés qui sont en train de naître, porteurs. Et en 1885, il arrive dans le bureau d'Eugène et dit bon frérot, il faut qu'on fasse des vélos. Voilà. L'autre il est là, d'accord. Ça change des moulins à café, dis donc. Ça change des moulins à café. C'est nouveau à l'époque, hein, les vélos, on en voit. Alors vous savez que dans les livres d'histoire, là où il y avait les grandes roues à l'avant et les petites roues à l'arrière, puis la selle sur la grande roue, ça ressemble à ça vraiment. Donc ils vont se lancer sur ce marché. Et ça marche. Voilà, les vélos Peugeot cartonnent. Donc ils vont faire le plein de modèles, et notamment des modèles 3 roues, des tricycles, qui sont stables. Et qui vont permettre notamment aux gens qui savent pas trop faire de vélo de pouvoir monter dessus. Voilà, c'est rassurant. Et puis ils découvrent les premiers projets roulants du moteur à vapeur. Et là il se dit et pourquoi pas que j'en mettrais bien sur mon tricycle moi. C'est-il pas qu'on ferait un vélo à moteur? C'est-il pas qu'on ferait un vélo à moteur? Et c'est comme ça que naît le type 1 qui va être présenté à l'exposition universelle de Paris en 1889. Bon, cela dit, personne n'en veut parce que c'est un peu nul. Donc, parce que moteur à vapeur, c'est pas ouf non plus. Hein. Sur un vélo surtout. Sur un vélo surtout, enfin un tricycle, on va dire. Cela dit, sur cette expo, il y a Monsieur Daimler qui lui présente son moteur à explosion. Oui, un 2 cylindres, c'est ça? Un bicylindre, exactement. Ouais. Et là, forcément, Armand, il trouve que c'est génial. Donc, il va demander s'ils peuvent travailler ensemble. Il va faire un truc tubulaire, il va mettre son moteur dessus et pouf! Il va prendre un tricycle Peugeot, il va demander le moteur à Daimler, tu vois, peut-être une modif, mais bon, ça reste licence Daimler. Et ça va faire la Type 2, qui va se vendre en genre 4 exemplaires. Wow. Et la Type 3, qui elle va cartonner 64 exemplaires. À l'époque, c'est énorme, hein, 64 exemplaires. Ouais. Et ça, c'est grâce à pour te faire connaître, tu fais pub. Pas de la pub la encore. com. La compétition. C'était long là. On y arrive. La compétition, oui. De vélo?
Alors non, de voiture du coup. Ah oui. Lors de la première course automobile, le fameux Paris-Rouen, où d'ailleurs faut respecter les limites de vitesse, c'est une Peugeot qui gagne. Bon, il gagne à ex-aequo je crois. Hein. Et en 1895 sur l'aller-retour Paris-Bordeaux, qui est là la vraie course automobile où tu vas à pleine balle. Dans Paris-Bordeaux, il y a de la trotte quand même. 1200 km aller-retour. Tu vas à 25 km/h, t'es un ouf. Bah, c'est encore Peugeot qui gagne. Voilà. Donc là, forcément, avec ses victoires et la notoriété que ça va prendre, enfin que ça va faire prendre à la marque, il va voir Eugène et puis il lui dit bon, bah maintenant, faut vraiment qu'on agrandisse l'usine et qu'on développe notre branche voiture. Il est sûr de lui. Et là, Eugène, il répond non. T'es suicidaire, gars. Tu vas couler l'entreprise. Non, tu vois, ça va pas marcher, l'automobile. Faut tout miser sur le vélo, tu vois. T'auras pas ton usine. Il y a les visionnaires, il y a les autres. Hein. C'est un peu ça. Donc ça le vexe forcément notre Armand, au point de l'envoyer balader son frère. Dit bon bah puisque c'est comme ça, je me barre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu dis que tu feras pas de voiture, hein, ok. Moi je ferai pas de vélo, c'est ok. Tu t'appelleras Lyon Peugeot. Moi je m'appellerai Peugeot SA, société anonyme. On signe et ciao. Voilà. Mais vraiment ciao, parce qu'ils se sont plus parlé. Hein. Voilà. Donc il y a scission vraiment à ce moment-là. C'est beau la fraternité. Ouais, il n'y avait plus de fraternité là. Évidemment, c'était un petit peu difficile pour Armand au début parce que les fonds étaient divisés par deux. Hein. Limité, tu voulais investir dans une nouvelle industrie, c'est compliqué. Cela dit, en 1900, il y a quand même 500 voitures qui sortent de l'usine. Et en 1906, il était en tête des constructeurs français. Voilà, en termes de Au final, chiffres de il s'en vente. sort plutôt bien. Ouais, il s'en sort plutôt bien. Alors et c'est d'ailleurs, bah, à l'époque en 1906, il s'en sort tellement mal qu'il est mort. Voilà, c'est comme ça. Mais les fils d'Eugène vont voir tonton Armand et lui disent bon bah tonton Armand, nous aussi on kiffe les voitures. Ah là, et on saurait en faire, mais on a quand même besoin de toi, donc est-ce qu'on pourrait pas refusionner. Et comme tonton Armand il est sympa, il dit bon ok on fait ça, voilà, Lyon Peugeot et son logo et Peugeot SA fusionnent en 1910 et ensemble ils vont construire une grande usine à Sochaux pour construire plein de voitures, voilà. Ouais. Sauf que bah, il se fait vieux tonton Armand, donc il va prendre sa retraite. Alors pas tout de suite mais presque, il prend sa retraite et il confie les rênes de l'entreprise au fils d'Eugène et enfin, c'est deux neveux du coup. Aux deux, mais notamment à Robert plus. Ah bah du coup ouais. Oui, bah, à ses neveux, voilà. Un de ses neveux en tout cas, mais ouais. Bon, il a pas le temps de bien profiter de sa retraite parce que oui, il meurt 2 ans plus tard, hein, à 65 ans. C'est court la retraite à l'époque. Ah c'est court, ouais. Mais bon, par contre, l'industrie qu'il a défendue corps et âme toute sa vie, elle continue de s'accroître, notamment jusqu'à la guerre de 1914, première guerre mondiale, où là, comme beaucoup d'entreprises à l'époque, c'est réquisitionné par l'État pour produire des camions, des chars, des bombes, enfin des trucs de guerre, quoi, hein, en gros. Voilà, et guerre finie, ça repart de plus belle. Sauf que là, pour rester leader sur le secteur, il faut investir. Maintenant, faut produire à la Henry Ford, quoi. Tu vois, je rappelle hein, le Fordiste, Taylorisme. Ouais, c'est de la production en chaîne. Oui, c'est une tâche à chacun, voilà, pour que ça aille plus vite et que ça coûte le moins cher possible. Oui. Exactement. Sauf que bah ils ont pas énormément de fonds et faut dire qu'ils ont pas de chance non plus hein, les neveux. Ils vont faire construire une usine par des blaireaux. C'est des connaissances de la famille, sauf qu'en fait ils construisent l'usine, c'est un hiver où il y a beaucoup de neige. Et ça va s'effondrer. Ouais. Ouais. Sur sol inondable. L'usine n'est pas terminée que déjà elle est par terre, donc voilà ils sont obligés de reconstruire l'usine. Et puis ils vont emprunter un escroc. Voilà, donc ils sont à 2 doigts de la faillite. Heureusement ils sont soutenus et heureusement ils sortent la 201 qui cartonne. Petite Peugeot pour la famille. Bref, on arrive en 1939, deuxième guerre mondiale. L'usine est occupée par les Allemands. Ils doivent travailler pour eux d'ailleurs. Ils sont obligés de le faire, sauf qu'ils y vont à reculons quand même. Ils sont pas comme Louis Renault. Ils sont pas collabos. Ils sont pas trop collabos, donc ils font un peu semblant. Et d'ailleurs, ils vont avoir un intérêt stratégique parce que ils vont retarder la fabrication de la fusée V1 qu'on leur avait demandé de produire en partie et qui devait détruire tout simplement l'Angleterre. Hein. Ça devait être des fusées envoyées sur l'Angleterre. Ils l'ont retardé de peu, hein, de 3 semaines. Sauf qu'entre temps, il y a eu le débarquement. Ça a suffi largement. Bah ça a suffi, c'est-à-dire qu'ils auraient pas. T'imagines, t'aurais pas retardé l'histoire de la guerre. De Gaulle, il aurait fait français, France. Ah, voilà, et pas, on n'aurait pas eu la suite de l'histoire. Donc la France ne serait peut-être pas redevenue aux Français si Peugeot n'avait pas retardé. Comme quoi le retard des fois c'est bon. Exactement, dans certaines situations seulement.
Heureusement pour tout le monde, la guerre se termine. Mais bon, ils sont un peu ruinés chez Peugeot et leur usine est à moitié détruite. Oui. Voilà, c'est un peu à l'image de la France d'ailleurs, il faut tout reconstruire. La suite dans une future émission. Et oui, vous vous en doutez que y a peut-être eu des hauts débats, mais Peugeot est toujours là aujourd'hui, donc tout va bien pour eux.